벌써 며칠째 소련이 학교에서 돌아오는 길에 무장난이었다. 그런데 어제까지 게을 기슭에서 하더니 오늘은 징검다리 한가운데 앉아서 하고 있다. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis heureuse de vous retrouver ici pour le lancement du festival Corps de Texte, donc dans la salle de l'Œil Vert qui est transformée en studio pour partager avec vous toute cette semaine. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Selma Alaoui et de Serge Rangoni. Donc nous allons échanger tous les trois et c'était important pour nous de démarrer avec La Végétarienne, donc le texte de Han Kang, et nous allons vous dire pourquoi nous sommes là ensemble ce soir. Et donc merci à vous deux d'être là. Tout d'abord, peut-être, Serge, un petit mot sur notre relation entre la Corée, le théâtre de Liège. Pourquoi finalement mettre en place ce focus ? Oui, d'abord parce que c'est vrai que ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on travaille avec la Corée du Sud. D'abord un peu par hasard au départ, parce que simplement on a été contacté par une organisation coréenne et des liens se sont tissés au fur et à mesure. Et puis on a eu la chance de réaliser un premier spectacle qui était l'histoire du soldat. Parce qu'on avait à l'époque un ambassadeur de Belgique qui était un grand mélomane et qui voulait absolument qu'on monte ce spectacle-là. Et donc on a fait ça avec notamment Clément Thirion, Jean-Michel Daupe. Et on a eu beaucoup de bonheur à faire ça. Et puis on a été un peu plus loin et avec HLN Parolin, on a monté un spectacle avec des danseurs coréens qui a eu d'ailleurs un énorme succès, qui a beaucoup tourné, qui est venu ici, qui est allé dans plusieurs endroits en Europe et en Asie. On était évidemment très heureux. Et puis on a voulu approfondir un peu les choses et au fur et à mesure des contacts, on m'a parlé de cette autrice, de Han Kang. J'ai découvert donc ce roman, La Végétarienne. Et tout à coup, je me suis dit, mais vraiment, ce roman est magnifique et étrange. Et donc, il faut faire quelque chose avec cette matière-là. Il faut continuer ce travail avec les Coréens, parce qu'il y a une distance culturelle, mais en même temps, vous verrez, il y a une certaine proximité. Il y a quand même quelque chose de proche et d'accessible malgré tout. Et puis voilà, on s'est lancé dans ce défi-là. J'en ai parlé à Selma, qui était emballée. On est allé là-bas, d'ailleurs, il y a maintenant un petit temps, parce qu'on ne peut pas voyager. Et donc, on a été là-bas, où Selma a d'ailleurs lu des textes de Virginie Despentes, et c'était aussi un moment assez extraordinaire. Et puis avec Edith, on a dit, on va faire un corps de texte Corée du Sud. Et Edith était à s'emballer, à regarder. Puis on s'est dit, mais c'est compliqué, on ne sait pas faire venir les auteurs. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, mais c'est justement une raison pour laquelle on doit continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire vous faire voyager de votre fauteuil de chez vous jusqu'en Corée du Sud, puisqu'on ne peut pas y aller physiquement. Et donc, c'est aussi comme ça. On se dit, on se donne une petite bouffée d'extérieur, d'extra-européen qui est bien nécessaire, parce que à force de rester entre Européens, c'est toujours... il y a quand même un certain poids du vieux continent, et c'est bien d'aller un peu respirer ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, c'était très important toute la semaine va être comme ça, de partager, d'être dans la curiosité, de découvrir plein de choses différentes et de surtout pas se cantonner à une seule manière de percevoir les choses. Et c'est pour ça que c'est très important d'ouvrir aussi avec La Végétarienne, parce que vous le verrez, à l'intérieur même du roman, il y a beaucoup de nuances, beaucoup de choses très différentes. Et donc voilà, ça nous semblait important. Et donc effectivement, comme Serge l'a annoncé, Selma va adapter et mettre en scène ce texte. Donc Selma est compagnonne au Théâtre de Liège. Et peut-être en dire deux mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet et la soirée, sur ta découverte peut-être du texte dans un premier temps. Moi, je ne connaissais pas du tout le roman. C'est vraiment une découverte grâce à toi, à vous au théâtre. Et j'ai été assez étonnée et surprise. Je connaissais ni la Corée du Sud, ni bien ses auteurs et autrices. Et c'est vrai que j'ai eu assez un coup de foudre pour le livre, c'est-à-dire qu'il est à la fois ancré dans une réalité, ça se passe à Séoul, donc on a la ville, on a ces personnages très contemporains avec le quotidien, etc. Et en même temps, il y a toute une donnée complètement presque magique en fait dans le roman, qui est très belle. Et en même temps qui soulève en même temps plein de problématiques, pas seulement valables en Asie, mais aussi en Europe, qui font écho
ici, c'est-à-dire c'est quoi la liberté. On suit un personnage qui, dans sa quête de liberté, va être aussi dans une destruction, mais qui essaye d'échapper à un carcan, en fait. Et donc, pour moi, ce roman, il est vraiment là-dessus. Voilà, une femme qui se bat, qui essaye de sortir d'une norme, d'un destin auquel on l'a assigné, qui, au passage, peut se faire un peu de mal, mais en tout cas, qui trouve sa raison d'exister, en fait. Donc, j'ai trouvé très, très beau. Et voilà, que je me réjouis de travailler avec nos amis coréens qu'on a rencontrés effectivement maintenant il y a 1 an et demi, plus presque 2, ouais. Presque 2 ans. Voilà. Voilà ce que je dirais. Et j'ai rencontré aussi, bien sûr, Han Kang. Alors, la particularité d'Han Kang, c'est que c'est une auteure qui a eu un grand succès en Corée et même un peu partout dans le monde, et qui, à un moment donné, a eu comme une période de retrait par rapport à ce succès et le fait qu'elle était auteure et pas forcément dans la communication. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu besoin de mettre un pas de côté. C'est pas toujours évident qu'elle soit à la rencontre des autres. Et donc, on se sent, je trouve, privilégié parce que il y a eu cette rencontre avec Selma. Elle a autorisé l'adaptation du roman aussi. Et on va y venir maintenant. En fait, donc, comme l'a dit Serge, le but, c'est pas parce que les auteurs ne peuvent pas venir et partager qu'on ne va pas aller les chercher autrement. Donc, on a fait quelque chose qu'on a demandé à tous les auteurs qui participent au festival, c'est qu'on leur a demandé une commande carte postale. Et donc, on a simplement suggéré à chacun qu'ils nous partagent quelque chose de leur quotidien ou de leur perception du monde dans leur ici et maintenant en Corée. Donc, vous allez découvrir quelques secondes de ce que Han Kang nous a envoyé. Les voici. Elle s'est simplement baladée en forêt au début de cet hiver, en forêt et dans les rues de Séoul. Et vous pouvez évidemment retrouver tous ces contenus sur le site internet. Et donc chaque auteur a joué ce jeu-là. Et c'est très beau aussi d'avoir l'intimité d'un autre point de vue qu'on n'aurait pas eu avec une simple rencontre. Et alors, on a également mis en place des interviews. Et donc là, nous avons le journaliste Pascal Claude qui a rencontré Han Kang via Interprète la semaine dernière. Donc c'est une chouette collaboration qu'on a pu mettre en place avec la RTBF parce que je pense que Pascal a aussi découvert du coup le roman, a été aussi imprégné de l'univers de Han Kang. Et donc là, maintenant, on va vous passer un extrait de cette interview, un extrait donc audio. On a choisi 16 minutes qui donne un peu un effet de l'univers d'Han Kang et qui parle de la végétarienne, mais vous retrouverez bien entendu l'intégralité de l'entretien sur les ondes de la RTBF dans une des émissions de Pascal Claude pendant les vacances de Pâques, et vous retrouverez également un montage un peu plus conséquent sur le site internet de cet entretien. Donc je pense que le mieux pour vraiment rentrer au cœur de la matière, c'est d'à présent écouter Han Kang dialoguer avec Pascal Claude, et rassurez-vous, nous avons une interprète qui va vous traduire le tout. Vous ne devrez pas faire un cours de coréen express. Voilà, bonne écoute à tous et on se retrouve juste après. En effectuant quelques recherches à votre propos, on peut apprendre que vous avez eu les poignets blessés après avoir trop écrit à l'ordinateur. C'est vrai, Han Kang ? En fait, pour vous dire exactement, c'est pas parce que j'ai trop écrit. L'année 2000, en fait, je me sentais pas bien, ma santé était un peu affaiblie et donc j'ai eu des inflammations dans des articulations partout et je m'étais remise lentement. Mais les parties que je utilisais le plus, c'est-à-dire les doigts, se rétablissaient plus lentement et donc j'en ai souffert pendant 4 ans et donc pendant un moment donné, je n'ai pas pu taper moi-même mes textes. Un des personnages de votre roman, le beau-frère de la végétarienne, il est vidéaste et quand l'inspiration le gagne, il sent, je cite, « remonter en son ventre une énergie bouillonnante ». Et vous, Han Kang, que ressentez-vous quand vous êtes inspiré ? 글쎄요, 저 같은 경우는 Comment le dire? En fait, pour ma part, je dirais pas que l'inspiration vient de l'extérieur. Et en fait, je réfléchis, il y a des choses qui sont en confrontation en moi-même, ou alors il y a des choses auxquelles je me suis beaucoup attachée. Donc il y a certains thèmes qui me hantent, on peut dire, et dans la vie quotidienne. Donc je continue de vivre, et puis soudain, à un moment donné, il y a quelque chose, une sorte de
présence visuelle qui passe devant moi et en séquence, on dirait, donc des séquences d'images qui continuent d'apparaître, etc. Après, en suivant ces images, je construis l'histoire. 전체적인 이야기가 생각나기도 하고 그렇습니다. Suis-je normal ? Est-il ou est-elle normale ? Ça, ce sont des questions qui se posent dans votre roman La végétarienne. L'histoire d'une femme qui arrête de manger de la viande, qui veut devenir végétale, qui veut devenir un arbre. Alors je me suis demandé, est-ce que les écrivains sont normaux ? Et est-ce que vous vous considérez, vous, Han Kang, comme normal ? 영애가 물론 이제 Pour Yonghae, si on la regarde avec un regard de l'extérieur du monde normal, certainement elle donne l'impression de quelqu'un qui n'est pas normal du tout. On dirait même qu'elle est folle, qu'elle a perdu de l'esprit, qu'elle a une sorte de folie. Mais du point de vue de son monde à elle, c'est le monde qui est fou, c'est le monde qui est devenu bizarre. Et donc elle essaye, avec une certaine façon, de se sauver, d'essayer d'apporter des soutiens à soi-même, même en s'approchissant des barrières éthiques. Et je vais continuer. 죽으려고 물이나 음식이나 모든 것을 거부하는 것이 아니고 오히려 자신을 구원하기 위해서. Pour les gens ordinaires, Yonghae refuse de boire ou de prendre des plats. Ce refus est considéré comme un chemin engagé vers la mort. Alors que pour elle-même, ça serait justement pour trouver du salut, pour se sauver et qu'elle s'est engagée dans ce genre d'acte. Donc plus elle s'engage pour se sauver sa vie, elle se détruit en fait. Donc c'est une ironie. Et pour cela que ce qui compte en fait, c'est de poser. Ce qui compte n'est pas de poser la question pour savoir est-ce qu'elle est normale, est-ce qu'elle est folle, mais ce qui compte plus, c'est que essayer de savoir à travers ce roman qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est de l'ordre de la folie. Et puis quand on dit quelqu'un est pur, quelqu'un est innocent, c'est jusqu'à quelle limite. Et je me pose en fait ce genre de questions dans ce roman. Et est-ce que vous vous posez des questions, Han Kang, sur votre propre normalité ? Parce que dans le fond, c'était la question que je vous posais. 네, 제가 이 소설에서 En fait, peut-être je pourrais vous répondre par cette façon-là. Si jamais on me demande à quel personnage je m'identifierais le plus dans mes personnages de ce roman, je dirais que pas à Yonghae, mais plutôt à Inhe, sa sœur. C'est-à-dire que Inhe est la personne qui reste la plus proche de Yonghae et qui la garde jusqu'au bout, qui essaye de la soutenir jusqu'au bout, qui regarde tout, qui supporte tout, qui est très patiente. Et jusqu'à la fin, elle reste à ses côtés et elle attend des réponses de la part de sa sœur, bien sûr. Mais elle attend et puis elle a eu le courage d'appeler les ambulances. Elle regarde à travers la fenêtre ce qui va se passer. En fait, ça peut être une forme une forme de protestation, mais aussi une façon d'attendre la réponse. Peut-être c'est la situation dans laquelle je me situais en écrivant ce roman. Donc c'est la position de Inhe. Que refuse Yonghae, que refuse la végétarienne en refusant de manger de la viande, Han Kang? 영애에는 인간의 일원이라는 것이. Pour Yonghae, en fait, elle pense que quand on est un être humain, quand on fait partie de l'humanité, ça veut dire qu'on a fait souffrir quelqu'un, d'autres êtres. C'est pour ça qu'elle essaye de refuser la viande et cela signifie qu'elle essaye de refuser la violence. Cela signifie aussi qu'elle essaye de refuser d'être homme, d'être être humain. Et parce que le fait qu'on soit en vie signifie qu'on avait fait mal à quelqu'un, on a fait souffrir d'autres êtres. Et donc le fait de devenir végétarien signifie qu'elle fera moins de mal aux autres. Elle essaie de se permettre
faire le moindre mal éthiquement aux autres. Donc du point de vue de Cosmos de Jung, en fait, devenir végétal, ça signifie elle va essayer de se permettre une existence éthique et minimale. Et donc elle essaye de se nourrir que des choses qui font moins mal et qui essayent de se rendre, finalement se réduire à une plante. Et c'est le choix qu'elle fait. Puisque nous parlons de la violence, il faut que je vous demande si aujourd'hui la société sud-coréenne est, elle, violente, Han Kang. 제가 아까 인간이 어떻게 En fait, j'avais dit que je vous ai dit tout à l'heure qu'en regardant les albums photos, je m'étais dit comment on peut commettre ce genre d'acte violent contre un autre être humain. Et puis dans mon œuvre, à travers Jung, qui refuse d'être un être humain parce que ces êtres humains commettent trop de violence et qu'elle-même elle veut pas être un être humain, je vous l'ai dit. Mais en fait, quand je parle de violence, je parle de la violence de l'humanité de manière universelle. C'est qu'après, en travaillant, en étudiant l'histoire, en lisant, j'ai bien sûr appris que dans la longue histoire de l'humanité et partout dans le monde, que l'homme a commis des exactions comme l'homme était violent et que cette violence se réitère. Je crois que sur Terre, il n'y a pas de société exempte complètement de ce genre de violence. Donc, c'est une sorte de question beaucoup plus universelle et c'est pas seulement limité à Gwangju, cette violence, et que, c'est peut-être comme un nom particulier, ça sonne le nom de la localité Gwangju, mais moi je m'intéresse davantage maintenant à la violence qui sévit partout de manière universelle et que surtout quand on est un être humain. 명사 같은 것 그런 거라고 느끼고 있어요. Et vous parlez beaucoup de la violence patriarcale parce qu'en lisant La végétarienne, on découvre que les femmes sont presque les objets des hommes. Elles sont au service des hommes et subissent des violences, y compris des violences sexuelles, Han Kang. 말씀하신 질문에 대해서는 아까 이제 제가 채식주의자의 여러 레이어가 있다고 말씀드렸는데 En fait, les gens m'ont demandé je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs couches dans ce roman, mais peut-être on pourrait ajouter une, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui poussent des cris et que deux personnages principaux de ce roman, on pourrait dire que c'est Jung et Ine, les deux sœurs, et elles poussent souvent des cris. En fait, il y a la voix féminine perçante qui souffre, donc qui hurle, qui crie. Et sur cette image-là est superposée l'image du père, bien sûr, qui, je dirais, on peut exagérer et biaiser exprès, parce que justement pour faire ressortir les soupirs ou les cris des voix féminines, je crois que j'ai exagéré un peu, ce qui fait que quand j'ai eu des séances de lecture à l'étranger, souvent on m'a posé la question, est-ce que les pères en Corée sont aussi tous violents à l'égard de leurs filles ? Et dans ce roman, en fait, c'est un père vétéran qui avait participé à la guerre de Vietnam et après qui est devenu assez violent. Donc, et puis il y a un autre aspect de violence, cette fois-ci médicale, c'est que quand Jung refuse de se nourrir à la faim dans le centre hospitalier et les médecins essayent de lui faire manger en faisant introduire des sondes, par une sorte de tube, c'est aussi une sorte de violence qui était exprimée de manière assez symbolique. 이것에는 어떤 상징성도 있습니다. Han Kang, vous dites que vous êtes une féministe et vous ajoutez que c'est une attitude naturelle dans la vie. En quoi est-ce que ça vous semble naturel d'être féministe, Han Kang ? Et je crois que quand j'avais 20 d'années, je m'étais déjà dit que si on me posait la question si j'étais une féministe, j'allais répondre oui. Pourquoi ? Parce que si jamais il n'y a pas eu de féministes qui m'ont précédée, j'aurais pas pu me faire entendre ma voix. Et si j'ai pu me faire comprendre, me faire entendre, en fait, c'est grâce à elles. C'est pour ça que je dois le dire. Mais je pense que dans la vie, si on n'est pas vraiment quelqu'un qui est
pour la discrimination entre les genres, entre les sexes. Je pense que tout le monde est naturellement féministe. C'est une attitude naturelle et éthique. Dans ce livre, vous portez un regard qui est guère optimiste sur le couple, sur la vie de couple. 2 phrases extraites de votre livre. La vie de couple, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Ou encore, leur rapport était à présent ceux de 2 associés que seuls unissaient vraiment l'existence de leur fils. Ça ne fait pas rêver, Han Kang. Dans ce roman, oui, parce que je devais créer un univers conforme à la description des personnages, donc je devais aménager leurs relations, parce que il faut que les relations entre les personnages signifient quelque chose. Ils ont une sorte d'univers romanesque et qu'il fallait que ça corresponde, donc j'ai attribué ce caractère qui n'est pas peut-être très optimiste du couple, mais moi, en tant qu'être naturel, je peux avoir toute une autre opinion. On ne peut séparer la littérature engagée de celle qui ne l'est pas, comme on trancherait un pain de tofu au couteau. C'est ce que vous avez déclaré dans un entretien à Han Kang il y a quelques années. Que faites-vous de la notion d'engagement, Han Kang? Et je vais vous donner un exemple. Quand j'ai sorti mon roman Celui qui revient, beaucoup de gens m'ont dit qu'enfin elle a écrit un texte très politique, hautement politique. Elle a fait la littérature, elle a rejoint la littérature engagée. Mais moi, personnellement, je trouvais que dans ce roman, qu'il y avait en même temps beaucoup de choses très très individuelles et que j'avais fouillé vraiment le côté, de manière assez profonde, le côté très individuel. Alors que pour la végétarienne, beaucoup de gens voient dans ce roman une sorte de recherche approfondie de l'intérieur d'une femme, alors que pour moi c'était beaucoup plus politique. Et donc c'est pour ça que entre la littérature engagée et très politisée ou politique, je crois que ce qui ne l'est pas, je pense qu'il n'y a pas de distinction qu'on peut trancher très facilement. Est-ce que la censure existe encore aujourd'hui en Corée du Sud, Han Kang? Non. Il n'y en a plus. Pourtant, vous, pendant des années, votre nom a été inscrit sur une liste noire, Han Kang. C'était pendant les années 2013-2017. En fait, avant l'arrivée de ce gouvernement, oui, c'est vrai, pendant le gouvernement précédent, qu'il y ait existé une liste noire. Et c'est au moment où j'avais publié Celui qui revient, j'ai appris que je me trouvais aussi dans cette liste. Mais à cette époque-là, il y avait tellement d'écrivains qui se trouvaient sur cette liste et on se disait même que c'est un honneur de se trouver sur cette liste. Parlons encore un petit peu de la végétarienne. Vous savez que depuis quelques années, en Europe, on s'intéresse de plus en plus au monde végétal, aux arbres, aux liens entre les êtres humains et les autres vivants, aux autres manières d'habiter le monde. Ce sont forcément des thèmes qui vous intéressent et depuis longtemps, Han Kang? 제가 최근에 그런 질문을 스스로에게 해보았는데요. Je m'étais posé la question en fait il n'y a pas très longtemps à moi-même est-ce que je me suis depuis quand je m'étais intéressée à ce genre de choses, au monde végétal, ou bien les questions que posait justement Jung, et pour atteindre le monde auquel elle rêvait ou auquel elle essayait d'atteindre. En fait, on peut dire qu'il s'agit de ne pas faire des choses, il s'agit de ne pas être violente, il s'agit de ne pas manger des choses, et parce que aussi les êtres humains se trouvent aujourd'hui dans ces phases assez difficiles, c'est justement nous devons prendre des décisions de ne pas faire des choses. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on doit refuser de faire, et donc pour survivre, nous devons prendre des décisions, et je crois que nous sommes amenés justement aujourd'hui face à des difficultés à nous dire qu'il ne faut pas faire ceci. Par exemple, il ne faut pas partir trop souvent en voyage, il ne faut pas polluer le monde, il ne faut pas trop jeter
les ordures, il faut essayer de suivre le régime végétarien, etc. Donc, je m'intéressais déjà auparavant à ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, de décider, notre détermination doit être de ne pas faire quelque chose plutôt que de faire quelque chose. 그런 것에 제 관심이 있습니다. 하지 않는 것도 결의가 될 수 있다고 생각해요. Dans quelques instants, des extraits de La Végétarienne vont être lus et interprétés par la comédienne Selma Alaoui. Est-ce que vous êtes attentive, Han Kang, à la dimension orale de votre texte, aux sonorités des mots? 제가 글을 쓸 때 혼자 이렇게 중얼거리면서 Oui, je suis sensible parce que j'écris en fait en murmurant. J'ai commencé ma vie littéraire avec des poèmes. Je continue de composer des poèmes d'ailleurs. Donc quand j'écris, je lis, je prononce. Donc l'aspect oralité et les sons musicaux sont importants. 그런 소리에 대해서 늘 생각합니다. Merci beaucoup, Han Kang, pour cette conversation. 예, 저도 감사드립니다. 즐거운 대화였습니다. Je vous remercie aussi beaucoup pour ce dialogue très très passionnant. Bonne journée. 감사합니다. J'espère que ça vous a plu, ce petit voyage en Corée avec la douce voix d'Han Kang. J'avais envie d'entendre les réactions de Serge et Selma à l'écoute de cet entretien, aussi bien sur le contenu que sur son rapport au monde, que je trouve parfois vraiment intéressant. Et par rapport à Selma, vu que toi tu l'as rencontrée, est-ce que tu entends des choses différentes de ce qu'elle aurait pu dire? Est-ce que ça complète la palette? Ou enfin voilà, que voudrais-tu dire en plus de ce qui a été entendu? Je retrouve des choses qu'elle m'avait dites quand on s'était rencontrés, effectivement. Mais je trouve qu'elle va encore plus loin. Et c'est sans doute lié à comment va le monde en ce moment. Et je trouve je trouve très touchant, en fait, d'entendre ce qu'elle dit. C'est-à-dire que comment elle mêle... Le texte est très poétique, mais c'est une poésie concrète, comme ça. Et en même temps, le projet politique derrière, il est très fort. Et là, d'entendre cette femme, cette romancière qui nous dit comment pour elle, en fait, tout se superpose. Il n'y a pas de choix à faire entre s'engager ou pas s'engager. Écrire, c'est s'engager. Et c'est ce qu'elle fait, en fait, dans ce livre. Donc, je trouve vraiment très beau. Et puis je suis aussi frappée par ce qu'elle dit sur... au tout début de l'entretien, elle dit qu'elle a des images qui guident son écriture. Et puis, à la toute fin, elle parle de la musicalité. Et je trouve que... Et c'est pour ça que je suis très contente d'adapter cette œuvre au théâtre, parce que c'est une œuvre super sensitive, en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression que tout passe, les sons, les images, les couleurs, cette puissance aussi végétale et des émotions, etc. Enfin, vraiment, elle l'exprime très bien. Donc, ouais. Et toi, Serge? Moi, ce qui me frappe, c'est quand même la dimension du vivant qu'elle exprime, et notamment du végétal, le monde végétal, ce passage que cette femme veut faire dans un autre monde du vivant. Je trouve ça extrêmement passionnant, et avec une sensibilité qui est évidemment pas tout à fait proche de nous, mais qui du coup nous attire, parce que c'est extrêmement étrange d'entrer à ce point-là. Et puis la deuxième chose, en l'entendant, je n'avais jamais lu comme ça, c'est que c'est les deux personnages, puisqu'elle s'identifie plus à Iné. Et je me suis dit, en fait, c'est Antigone et Ismène. C'est Antigone et Ismène. C'est-à-dire, il y en a une qui est plus en retrait, qui regarde la sœur faire un acte qu'elle ne poserait peut-être pas elle-même, mais quand même avec de la crainte et de l'admiration. Et toutes les questions que ça pose. Et toutes les questions que ça pose. Tout à fait. Elle est musicienne aussi, donc c'est clair que là, elle ne l'a pas dit dans l'entretien, mais on sent qu'il y a un rythme dans l'écriture et qu'il y a une poésie très très forte. Et avec cette ambivalence d'attirance, et effectivement, un peu, parce qu'on dit, il y a une forme d'érotisme aussi, mais c'est quand même un peu flou. Enfin, il y a quelque chose de très particulier quand même dans son écriture en général, et d'autant plus dans La Végétarienne. Et je voulais quand même réagir sur le fait que donc dans la couverture de saison, on avait choisi de mettre chaque année, on choisit un auteur, donc de mettre une citation de Han Kang. Et est-ce qu'il y a quand même pas mal de réactions sur le côté
ambiguë de la phrase. Est-ce que tu peux peut-être la reciter, Serge? Moi, de mémoire, je ne l'ai plus. Mais c'est pas grave, on la retrouvera, on pourra l'écrire. Mais il y a quand même, il y a toujours chez elle quelque chose d'attirance-répulsion, et ça, je trouve aussi intéressant. Mais bon, voilà, on va peut-être entendre plutôt à ce sujet-là. Et donc là, du coup, l'idée, c'est que donc Selma va aller lire un extrait, donc là, sur le plateau, donc elle va aller prendre place pour aller lire un extrait de La Végétarienne. En sachant qu'on va plutôt se concentrer sur la troisième partie, donc il y a 3 parties dans le roman, et qui est justement le point de vue de Iné, la sœur dont on vient de parler, dont Han Kang se sent plus proche. Et donc ce sont des extraits qui ont été choisis en concertation avec Selma et Han Kang. Et l'idée, c'est de nous faire voyager à travers cette 3e partie. Donc si vous voulez découvrir l'intégralité du roman, il faudra lire l'intégralité du roman, et qui est toute particulière et qui est effectivement un endroit très intime et très très sensible. Et donc l'idée, c'est de maintenant écouter vraiment la parole de Han Kang, et vous dire aussi simplement que donc nous sommes évidemment en partenariat avec la librairie Pax, et que donc le roman en poche se trouve bien évidemment à la librairie si vous voulez vous le procurer. Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à la lecture. Les flammes des arbres. Elle est là, à regarder la chaussée mouillée par la pluie. C'est un arrêt de bus situé en face de la gare routière du bourg de Mazoc. De gigantesques camions foncent sur les 2 voies avec un bruit déchirant. Ils tombent des cordes. L'averse est si violente qu'elle semble vouloir percer son parapluie. Elle n'est plus très jeune, ni particulièrement belle non plus, mais sa nuque dessine une courbe élégante, et elle a de grands yeux. Son maquillage est léger, presque indécelable. Son chemisier immaculé est impeccablement repassé. La bonne impression qui se dégage de l'ensemble de sa personne fait quelque peu oublier la vague ombre qui voile son visage. Ses yeux brillent un court instant. Le bus qu'elle attendait vient d'apparaître au loin. Elle descend sur la chaussée, étend le bras. Le véhicule qui roulait à toute vitesse ralentit. Vous vous arrêtez près de la clinique psychiatrique Chuksong ? Le chauffeur, un homme sur la mauvaise pente de l'âge mûr, hoche la tête et lui fait signe de monter. Tandis qu'après avoir payé, elle cherche un siège, elle remarque que les autres passagers la dévisagent. Est-ce elle, la malade ? Va-t-elle voir un membre de sa famille ? Y a-t-il en elle quelque chose de bizarre ? Le soupçon et la méfiance, l'hostilité et la curiosité se mêlent dans leurs regards. Des taches noires et brillantes sont déjà dessinées sur le plancher, formées par l'eau qui dégouline de son parapluie replié. Il n'a pas empêché que son chemisier et son pantalon soient à moitié trempés. Le bus accélère sur la route qui ruisselle. Tout en essayant de garder son équilibre, elle avance vers le fond du car. 2 sièges voisins restent inoccupés et elle prend celui côté fenêtre. Elle sort un mouchoir en papier de son sac et essuie la buée sur le carreau. De ce regard ferme, qui n'appartient qu'à ceux qui sont habitués à la solitude, elle contemple les gouttes qui frappent violemment la vitre. La route longe une forêt de fin juin, noyée par le déluge, et qui ressemble à une énorme bête retenant ses rugissements. Puis, la route devient plus étroite et sinueuse. La forêt est de plus en plus proche. Est-ce dans les environs qu'on a retrouvé Young-hee, sa sœur ? Elle imagine les recoins obscurs cachés par ces arbres que secouent les trompes d'eau, puis finit par détourner la tête. Young-hee avait disparu, lui avait-on dit, durant la promenade non surveillée, soit entre 2 et 3 heures de l'après-midi. Le ciel était chargé de nuages gris, mais il ne pleuvait pas encore. Ceux qui n'étaient que légèrement atteints avaient donc été autorisés à faire leur sortie habituelle. À 3 heures, les infirmiers avaient constaté que Young-hee n'était pas rentré. La pluie commençait à tomber. Tout le personnel de la clinique avait été mis en alerte. Les employés des services administratifs avaient rapidement barré le chemin emprunté par les bus et les taxis. La disparue pouvait être déjà à Mazoc si elle avait quitté la montagne, ou bien s'être enfoncée plus profondément dans la forêt. Plus l'après-midi avançait, plus les gouttes grossissaient. Le soleil de mars avait disparu encore plus tôt que d'habitude, du fait du mauvais temps.
Au cours d'une battue minutieuse dans la forêt, par chance, ou plutôt, d'après son médecin, par miracle, un des infirmiers avait fini par retrouver Young-hee. Sur une pente isolée dans les profondeurs de la sylve, elle se tenait debout, parmi les arbres ruisselants, parfaitement immobile, comme si elle avait été l'un d'entre eux. Quand le téléphone avait sonné, il était presque 9 heures. « Ah, vous l'avez retrouvée, c'est bien. Je viendrai voir la semaine prochaine. Je viendrai la voir la semaine prochaine, comme prévu. » C'était très sincèrement qu'elle avait exprimé ses remerciements à son interlocuteur. Mais le timbre de sa voix était rauque et altéré par la fatigue. Après avoir raccroché, elle avait réalisé qu'il avait plu dans tout le pays et donc probablement dans la montagne où on avait retrouvé sa sœur Young-hee. Elle s'étonnait qu'une scène à laquelle elle n'avait pourtant pas assisté lui apparaisse avec une telle netteté. Elle avait eu la vision d'une forêt sous la pluie noire, la forêt noire, la blouse de l'hôpital d'un blanc cassé, les cheveux mouillés, la pente sombre, Young-hee transformée en une masse d'obscurité et d'eau mêlée. Sortant de sa chambre, elle avait contemplé la lueur bleuâtre de l'aube qui s'infiltrait par la fenêtre de la terrasse. Se recroquevillant, elle s'était allongée sur le côté, sur le canapé. Il lui fallait dormir au moins 1 heure avant que son fils Chiu ne se réveille. Grande sœur, je me tenais sur les mains, des feuilles poussaient sur mon corps, des racines surgissaient de mes mains. Je m'enfonçais dans la terre, encore, encore. Ouais, comme si des fleurs allaient s'y ouvrir, j'ai écarté les cuisses et je les ai largement ouvertes. La voix de Young-hee, qui lui parvenait dans son demi-sommeil, avait d'abord été basse et agréable, de plus en plus innocente, comme celle d'un enfant, pour devenir inintelligible, semblable à un cri de bête. Une forte sensation de dégoût, telle qu'elle n'en avait jamais ressentie auparavant, l'avait réveillée. Puis elle s'était vue debout devant la glace de la salle de bain. Du sang coulait de son œil gauche. Elle l'avait vite essuyé, mais étrangement, dans le miroir, sa main n'avait pas bougé. Et elle se contentait de regarder son œil qui saignait. À présent, le car monte en enchaînant les virages et s'arrête à un carrefour. La portière de devant s'ouvre. Elle se presse de descendre, ce qu'elle est la seule à faire à cet arrêt, et ouvre son parapluie. Le car s'éloigne aussitôt. Il faut suivre la route qui commence là, franchir un col au terme d'une pente assez raide, puis emprunter un tunnel d'une 50aine de mètres avant d'apercevoir une clinique aux dimensions assez modestes. Bien que moins violemment, il pleut toujours. Elle ajuste le sac qui pèse lourd sur son épaule. Tenant le parapluie bien droit, elle se met en marche vers l'hôpital. Elle s'y rend à présent tous les mercredis pour s'informer de l'état de Young-hee. Mais avant l'épisode de sa disparition, elle ne le faisait qu'une fois par mois. Tandis qu'elle marchait chargée de fruits, de gâteaux ou de riz roulés dans du tofu. Elle voyait généralement peu de gens ou de véhicules. Au parloir, situé à côté des services administratifs, elle déballait sur une table tout ce qu'elle avait apporté. Assise en face d'elle, sa sœur avalait, sans dire un mot, comme un enfant contraint de faire ses devoirs. Il lui arrivait de faire passer une mèche de Young-hee derrière son oreille, et celle-ci levait alors les yeux pour lui adresser un sourire. Peut-être qu'elle se trouve bien comme ça, se disait-elle dans ces moments-là. Peut-être qu'elle pourrait continuer à vivre ainsi, en ne parlant que quand elle en a envie, en ne mangeant pas de viande, si ça ne lui dit rien. Young-hee avait 4 ans de moins qu'elle. Sans doute à cause de ce décalage, elle n'avait pas connu ces conflits qui peuvent éclater entre 2 sœurs. Dès leur enfance, au cours de laquelle un père violent les giflait tour à tour, Young-hee avait été pour elle un être à protéger, éveillant son sens des responsabilités et une sorte d'amour maternel. Elle s'était émerveillée de voir grandir et se marier cette jeune sœur qu'elle avait connue, les pieds crasseux, avec en été de petits boutons de chaleur sur le nez. Elle déplorait seulement intérieurement de la voir devenir de plus en plus taciturne. Elle était elle-même réservée, mais savait au besoin se montrer joyeuse et avenante, tandis que Young-hee semblait toujours indéchiffrable. Le jour de la naissance de son fils, Chiu, Young-hee était venue à la maternité.
Je n'avais jamais vu un aussi petit bébé. Ils sont tous comme ça, les nouveau-nés, lui avait-elle demandé, au lieu de la féliciter. Elle avait poursuivi, murmurant comme pour elle-même. « Tu penses que tu vas pouvoir l'emmener seule jusque chez maman ? Enfin, j'imagine que ton mari va t'y conduire, tu veux que je t'accompagne ?» lui avait-elle ensuite gentiment proposé, ayant toutefois aux lèvres un étrange sourire qu'elle ne lui connaissait pas. Elle avait eu l'impression que Young-hae voulait lui montrer que sa sœur aînée, elle aussi, était une étrangère pour elle. L'expression de son visage était plus que placide, presque lugubre, si bien qu'elle n'avait pas su quoi lui répondre. Ignay pénètre dans le tunnel. Il y fait encore plus sombre que d'habitude, sans doute à cause du mauvais temps. Elle referme son parapluie, elle avance en écoutant l'écho sonore de ses pas. De la paroi d'où semble suinter l'obscurité s'envole un grand papillon tacheté. Elle s'arrête pour observer un moment les battements de ses ailes. L'insecte se pose sur le plafond, n'en bouge plus, comme s'il avait repéré l'espionne. Sous la pluie, les bâtiments de l'hôpital semblent abandonnés. Le béton gris foncé encore plus sombre et plus compact que d'habitude. Les chambres, disposées au premier et au deuxième étage, ont des barreaux aux fenêtres. Par temps clair, personne ne s'y montre, mais lorsqu'il pleut, comme aujourd'hui, les visages des patients qui contemplent la pluie apparaissent entre deux barreaux. Après avoir jeté un regard sur le deuxième étage de l'annexe, où se trouve la chambre de Young-hae, elle se dirige vers l'entrée, située du côté des services administratifs et par laquelle on accède aussi à la boutique et au parloir. J'ai rendez-vous avec Dr Pak In-ho. L'employé de l'accueil la reconnaît, la salue. Ignay met l'attache à son parapluie qui goutte et va s'asseoir sur un banc en bois. En attendant le médecin, elle tourne la tête pour admirer comme d'habitude l'orme qui se dresse dans la cour intérieure. C'est un vieil arbre qui a l'air d'avoir au moins 400 ans. Par beau temps, quand la lumière du soleil joue entre ses innombrables branches, on dirait qu'il veut lui dire quelque chose. Mais aujourd'hui, il ressemble à un de ces êtres secrets qui dissimulent leurs pensées. L'écorce du vieux tronc est noircie par l'humidité tandis que ses feuilles tremblent et se résignent sous l'averse. Vient s'y superposer, comme un fantôme, l'image de Young-hae, à laquelle elle jette en silence un regard perçant. Ignay ferme les paupières, ses paupières gonflées, et ne les rouvre que longtemps après. L'arbre, toujours aussi muet, emplit à nouveau son champ visuel. Cela fait exactement 3 mois qu'elle n'a pas dormi plus d'1 heure d'affilée. La voix de Young-hae, la forêt où tombe une pluie noire et son propre visage avec l'œil d'où coule du sang taillade ses longues nuits comme des débris de porcelaine. Quand, renonçant à s'assoupir, elle se lève, il est généralement 3 heures du matin. Elle se lave le visage, se brosse les dents, cuisine, fait un peu de rangement. Mais les aiguilles de l'horloge s'obstinent à ne pas tourner plus vite, comme si elles étaient lestées de plomb. Elle finit par retourner dans sa chambre, écoute des disques, fait les 100 pas, ou même va s'allonger dans la baignoire, tout habillée. Elle réalise que, bizarrement, cet espace creux et étroit est le lieu où on se sent le plus en sécurité dans son appartement. Quelle est l'origine de cette aberration, se demande-t-elle parfois dans ces moments-là. Quand tout ça a-t-il commencé? Ou plutôt, quand tout a-t-il commencé à s'effondrer? Young-hae était devenue bizarre 3 ans plus tôt, quand elle s'était soudain mise au régime végétarien. La chose n'avait en soi rien d'exceptionnel, mais la particularité, dans le cas de sa sœur, c'est qu'on ne savait pas pourquoi. Elle avait perdu du poids, au point de faire peine à voir. Elle ne dormait presque plus et, naturellement peu bavarde, elle gardait désormais un silence qui rendait impossible toute communication. Son mari, bien sûr, ainsi que tout le reste de la famille, s'inquiétait pour elle. C'était à l'époque où ils avaient déménagé. La famille s'était réunie pour la pendaison de la crémaillère et son père avait giflé Young-hae et introduit de force dans sa bouche des morceaux de viande. Ignay s'était mise à trembler, comme si c'était elle qui avait reçu le coup. Figée,
Elle avait vu sa sœur recracher la viande en poussant des cris de bête et s'ouvrir le poignet avec un couteau de cuisine. N'aurait-elle pas pu empêcher tout cela? S'était-elle parfois demandé. N'aurait-elle pas pu retenir la main de leur père? N'aurait-elle pas pu bloquer la main qui tenait le couteau? Empêcher son mari de courir jusqu'à l'hôpital en portant Young-hee sur son dos? Dissuader son beau-frère d'abandonner froidement sa femme qui venait de sortir de l'hôpital? N'aurait-elle pas pu revenir en arrière? Faire que cette chose que son mari avait faite à sa sœur, cette chose qu'elle ne veut plus évoquer, qui a tourné au scandale trivial, n'ait jamais eu lieu? N'aurait-elle pas pu s'empêcher que la vie de tout son entourage s'effondre comme une dune de sable? Elle n'avait pas envie de savoir ce que la petite tache mongolique verdâtre qui persiste au-dessus de la fesse de Young-hee a inspiré à son mari. Ce qu'elle avait vu, ce matin d'automne, alors qu'elle lui apportait du ravitaillement, ne relevait ni du sens commun, ni de l'entendement. Cette nuit-là, il avait dessiné quantité de fleurs multicolores sur son propre corps et sur celui de Young-hee, et il avait filmé leurs ébats. N'aurait-elle pas pu prévenir cela? Un indice qui lui aurait permis de prévoir ce comportement lui aurait-il échappé? N'aurait-elle pas pu lui rappeler de façon plus appuyée que Young-hee était encore une malade sous médicaments? Ce matin-là, elle n'aurait jamais imaginé que l'homme qui était couché à côté de sa sœur, dénudé et peinturluré de fleurs rouges et jaunes, pouvait être son propre mari. Seule l'idée de la protéger lui avait permis de combattre la panique qui la poussait à s'enfuir. Le sentiment d'une incontestable responsabilité l'avait amenée à saisir la caméra qui était posée à l'entrée, à regarder ce qu'elle avait filmé, comme son mari en personne lui avait appris à le faire. Mais elle était encore incapable d'accepter les faits comme une réalité. Elle n'arrivait pas à croire ce que ses yeux voyaient. Ce qui était sûr, c'était que l'acte commis par son mari était définitivement impardonnable. Il était plus de midi quand il s'était réveillé, puis cela avait été le tour de Young-hee. Enfin, 3 infirmiers des urgences, équipés de camisoles et de protection, avaient surgi. 2 d'entre eux s'étaient d'abord précipités sur le balcon, où Young-hee se tenait dans une position périlleuse. Elle avait violemment résisté pendant qu'ils enfermaient son corps multicolore dans une camisole. Elle avait mordu au sang le bras de l'un d'eux, puis elle avait crié quelque chose d'incompréhensible. Une aiguille s'était enfoncée dans son bras, qui s'agitait frénétiquement. Son mari avait essayé d'en profiter pour s'échapper en repoussant le 3e infirmier qui se tenait dans l'entrée, mais qui avait pu le retenir. Ayant réussi non sans mal à se dégager de la prise, il avait aussitôt foncé sur le balcon. Il voulait s'envoler comme un oiseau. Mais quand un des agents, au réflexe rapide, l'avait ceinturé, il n'avait opposé aucune résistance. Igne était restée là jusqu'à la fin, à observer la scène tout en tremblant. Quand son regard avait croisé celui de son mari que l'on traînait dehors, elle avait fait l'effort d'essayer d'y lire quelque chose. Mais elle n'y avait décelé ni lubricité, ni folie, ni remords, ni rancune. Seulement une peur, semblable à celle qu'elle-même éprouvait à ce moment-là. C'était fini. Après ce jour, leur vie ne pouvait plus jamais être ce qu'elle avait été. Jugé sain d'esprit par les médecins, il avait été incarcéré. Libéré au terme d'un procès qui s'était étalé sur plusieurs mois et au cours duquel il avait bénéficié du soutien inconditionnel de ses confrères. Il s'était volatilisé et elle ne l'avait plus jamais revu. Mais Young-hee, elle, était restée internée dans un hôpital psychiatrique. Alors qu'elle avait recommencé à parler après sa première crise, elle ne communiquait plus, se contentant de marmonner pour elle-même, accroupie dans des endroits ensoleillés. Elle ne mangeait toujours pas de viande. Quand on lui servait un plat qui en contenait, elle s'enfuyait en poussant des cris. Les jours de grand soleil, elle se collait à la fenêtre, déboutonnait sa blouse de malade, dévoilant ainsi sa poitrine. Ses parents, quant à eux, soudain vieillis et malades, n'avaient plus voulu voir leur fille cadette, coupant aussi tout contact avec leur aîné qui leur rappelait trop leur gendre, pire qu'une bête à leurs yeux. Mais elle, Igne, elle ne pouvait abandonner Young-hee. Il fallait bien que quelqu'un paie les factures de l'hôpital et lui serve de tuteur. Alors Igne avait continué à vivre, gérant le magasin, poursuivie par des ragots tenaces.
Le temps était un fleuve inexorable et rigoureux, emportant vers son embouchure l'existence de cette femme qui n'était que stoïcisme. Son fils, qui avait 5 ans cet automne-là, en avait désormais 6. L'état de Young-hae semblait s'être amélioré quand on l'avait transférée dans la clinique où elle était à présent. Dès son enfance, In-hye avait été dotée de ce caractère fort que partagent tous ceux qui se font seuls. Elle savait faire face à n'importe quel événement, et l'esprit de sérieux était dans sa nature. En tant que fille, sœur aînée, épouse, mère, commerçante, ou dans n'importe quel acte de la vie, elle faisait de son mieux. Ces qualités lui auraient sans doute permis de surmonter ce drame avec le temps si Young-hae n'avait soudain disparu le mois précédent. Si on ne l'avait retrouvée dans la forêt par une nuit pluvieuse. Si par la suite, tous ces symptômes ne s'étaient pas aggravés. Merci Selma, merci beaucoup pour cette lecture qu'on a très envie d'applaudir, mais nous ne sommes pas très nombreux dans la salle du théâtre. Ce qui est très très beau, c'est de nous avoir fait effectivement découvrir tout un morceau de la littérature d'An Kang. Et vraiment, vraiment merci pour cette douceur partagée. Donc là, l'idée, c'est de continuer à échanger sur ce que Selma vient de lire et puis plus largement encore sur son écriture et les subtilités qui s'en dégagent. Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que par la fiction, elle fait passer énormément de choses, aussi bien dans les sensations que dans les contenus. Et voilà, donc j'avais peut-être aussi envie de vous entendre réagir là-dessus. Bon, Selma, tu viens de lire, donc peut-être Serge, par rapport à ce qu'on vient de recevoir, qui est quand même très touchant, je trouve, de l'extrait de La Végétarienne. Est-ce que tu as une réaction à chaud? Oui, mais en tout cas, la scène, justement, où on va retrouver Young-hae dans la forêt, cette scène très étrange, très énigmatique, qui est quand même un peu fondatrice. Tout à coup, je me dis, tiens, ça a quelques liens avec même les images de Magritte et de femmes végétales. Et puis, ce qui est quand même extrêmement prégnant dans le personnage de In-hye, c'est tout le poids de cette société masculine qui a forgé, qui a cadré le père, le mari, le gendre, enfin toute la société qu'il y a autour, même le chauffeur du bus, les médecins. On sent bien que c'est comme si elles étaient tout à fait isolées dans une bulle par rapport à une société dans laquelle on n'a pas l'impression qu'il y a de connexion entre les deux, entre elles et les autres. Il y a peu de connexion. Il y a un sentiment de proximité entre les deux, mais peu de connexion avec le monde autour. Et ça, c'est le plus étrange et le plus frappant, je trouve, quand on l'entend. Oui, oui. On voulait juste un peu parler quand même du rapport à l'adaptation, parce qu'on a parlé effectivement du sensible, du rythme, de la musicalité, mais dans les contenus, il y a quand même quelque chose de très fort. Et donc, quel est le travail que toi, tu as pu mener? Donc là, tu as relu le texte d'origine et pas ton travail d'adaptation. Du coup, comment ça a fonctionné pour toi, ce travail-là? C'est vrai que c'était chouette d'ailleurs de revenir à la lecture du roman après avoir travaillé sur l'adaptation. Moi, évidemment, pour la scène, j'ai dû garder beaucoup de dialogues et aussi la grande différence que j'ai fait avec le roman, je crois, mais c'était aussi pour rendre hommage aussi à quelque chose qui est contenu dans le roman, c'est que dans le roman, en fait, le personnage central ne s'exprime pas directement. Et moi, j'ai voulu, très peu, et moi, j'ai voulu redonner une voix à cette femme. Et donc, il y a des monologues qui sont réservés à la comédienne qui va jouer Young-hae, où justement, toutes les sensations, tout ce qui lui arrive et qu'elle n'exprime pas, ou qu'elle exprime en rêve ou en cauchemar, là, vont être montrées aussi visuellement, parce qu'il y a toute une partie onirique sur laquelle on va travailler pour rendre visible dans le spectacle. Mais elle va avoir une voix, donc c'est aussi pour moi la replacer au centre. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit An Kang tout à l'heure sur le fait qu'elle aimait le personnage de la sœur. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je ne savais pas que c'était un de ses personnages préférés. Et c'est vrai que c'est beau que le roman il se termine sur ce duo de femmes. Parce que le début, c'est vrai que même dans le livre, la voix est donnée aux hommes et
et un portrait peu flatteur d'ailleurs est fait de ce mari et de ce beau-frère. Et puis ça se termine par ce face-à-face entre ces deux femmes qui se comprennent sans se parler. Enfin, il y a un truc comme ça, c'est pour ça que je parlais de magie tout à l'heure, d'amour, d'intuition, en même temps d'impossibilité de se parler, en même temps de se comprendre complètement avec ces différences. Et donc, voilà, mais c'est vrai que dans l'adaptation, là, on a vraiment du récit, évidemment. Sur scène, ça ne résiste pas complètement à la scène, donc on va l'adapter, mais tout en essayant de donner quelque chose de ce langage qui est... Après, moi, je trouve qui est parfait pour un plateau parce que c'est poétique, mais c'est aussi très sobre. Voilà, c'est des phrases, c'est simple, c'est percutant, c'est très imagé. Donc, ça, c'est un cadeau, en fait, pour le théâtre aussi, je trouve. Oui, puisqu'on n'a peut-être pas précisé aussi, c'est que tu vas travailler avec des acteurs coréens qui, du coup, aussi connaissent très bien le travail d'An Kang et il y aura la langue qui est très, très différente. Il y a des sonorités aussi vraiment qui ouvrent un autre univers et je pense que c'est intéressant justement aussi que cette rencontre-là se fasse par les corps et les voix de ces acteurs qui vont, du coup, interpréter le texte. Mais c'est important. Et puis c'est ça qui est aussi super, c'est que pour moi, ce projet, c'est aussi la rencontre entre... ici la Belgique et la Corée, et donc du coup le fait d'avoir une équipe qui est coréenne et belge permet de ne pas plaquer une idée d'Européen sur un roman, mais essayer de comprendre ce qui est complètement différent d'ici chez nous et ce qui est complètement semblable, parce qu'il y a plein de points de similitude. Donc c'est garder ce que c'est, voilà, c'est la beauté aussi de cette culture qui n'est pas la nôtre et en même temps de cette humanité qui est profondément la nôtre aussi. Voilà. Oui, puis la démarche faite de compréhension et d'essayer de s'approcher de l'autre, c'est aussi la démarche qu'il y a dans le roman. Ça parle de ça. Ça parle du mystère, parce que tout est finalement très mystérieux, on ne comprend pas exactement, on ne sait, ça fuit toujours un peu, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et dans une époque où on met quand même très vite des cases, des clichés, des noms, où on nomme les choses, ici, il y a aussi un temps qui est un peu dilaté. On a le temps de... Les odeurs, les sensations, d'ailleurs, c'est dans le texte qu'on vient d'entendre, le temps aussi, hein, l'ouïe, le toucher, enfin, tout ça est un peu plus étiré. Et c'est ça qui est évidemment très beau pour nous, parce que... Oui, il y a une vraie porosité dans ce qu'elle propose. Oui. Alors justement, il y a un artiste avec qui, parce que le duo fonctionne, où Selma va travailler avec des acteurs coréens et des actrices, et on a aussi un metteur en scène qui va venir travailler ici avec une distribution belge. Et j'en parle parce qu'en fait, ce metteur en scène, Yosup, a justement adapté en film une nouvelle de Han Kang qu'on va retrouver toute la semaine sur le site, qui n'est que sous-titré en anglais. Mais il y a aussi un truc très intéressant dans tous ces allers-retours et ce mélange et en fait ce bassin commun de toutes ces matières. Et je vous invite vraiment à regarder le film parce que même s'il n'est sous-titré qu'en anglais, il y a justement une énorme poésie qui s'y retrouve, une dureté et un quotidien présent. Donc j'invite vraiment les gens qui ont envie de suivre la poésie et les rencontres des univers. Et en plus, ça tombe bien, c'est le metteur en scène avec lequel on va travailler également, donc sur un autre projet. Peut-être qu'il y avait aussi, on a retrouvé la citation de saison. On la reprend, évidemment. Là aussi, on a peur de la trahir parce qu'elle est plus complexe que à la première, elle est simple quand on la lit, elle est plus complexe. Il y a plein de fleurs là-bas, là où c'est clair. Pourquoi tu marches où il fait noir? Donc on voit aussi la multiplicité des couches, à la fois d'une envie d'aller voir ailleurs, et en même temps la crainte, la nostalgie parfois. Tout ce qu'on a aussi entendu et qu'on perçoit bien dans le texte qui vient nous être donné. Et c'est une phrase Selma a joué le jeu dans un petit podcast qui est disponible aussi sur notre site, où c'est une phrase qu'on pose aux artistes associés ou aux personnes qui sont liées. Et ce qui est très très chouette, je trouve, c'est qu'elle évoque plein d'imaginaires différents et qu'elle donne envie de réfléchir à tout le monde. Et il y a des réponses très différentes qui se donnent parce qu'elle pose elle-même une question. Elle n'affirme rien dans cette phrase. Donc, et elle n'a pas été si simple à trouver.
trouver parce que extraire du Han Kang n'est pas si évident parce qu'il y a tout un, on vient d'en parler, il y a tout un univers, il y a tout un ressenti, tout se rebondit, donc c'est pas toujours évident de trouver quelque chose à extraire, mais je trouve qu'il y a une force. Et puis elle a une petite résonance avec ce qu'on traverse pour l'instant aussi. Donc c'était là que... Vraiment. Tout en donnant une lueur d'espoir, mais sans être d'un enthousiasme exacerbé. Puis peut-être ce qu'il faut dire, c'est que tout à l'heure, Selma a bien expliqué ce rapport entre la rencontre qu'elle a eue avec Han Kang, mais ça n'a pas été qu'une rencontre, ça a été plusieurs semaines de dialogue après, d'échanges. Il a fallu aussi apprivoiser et trouver le terrain d'entente et de compréhension. Ça a été extrêmement important pour peut-être porter le projet à la scène. Donc, c'était pas si évident. Oui, ce qui est normal pour une romancière. C'est-à-dire qu'il y a un objet qui est là, qui est un livre, et après, le porter à la scène, c'est encore un autre acte, quelque chose qui échappe aussi au roman. Et en même temps, je pense que Han Kang, elle a été très douce, et j'ai l'impression qu'une fois qu'elle nous a donné sa confiance pour travailler sur son texte, elle le donne avec beaucoup de générosité. Donc ça, c'est très chouette, mais c'est vrai que c'est prolonger un acte d'écriture, adapter un roman, donc c'est particulier. Qui s'échappe à un autre endroit aussi. Enfin... Alors là, on va clôturer donc, cette heure consacrée à la végétarienne parce qu'on a encore la suite de la soirée avec Lost in Belarus de Lara Barzák. Simplement vous dire que et l'échange qu'on vient d'avoir, et la lecture de Selma, et l'entretien de Pascal Claude avec Han Kang sont disponibles sur le site, donc n'hésitez pas à aller replonger dans ce qui pourrait vous intéresser. Et donc là maintenant, on fait un tout autre voyage. Donc on va être emmené en Russie avec Lara Barzák, qui je trouve a fait une très belle adaptation de son spectacle pour les caméras qu'on a filmé samedi dernier, pour vous partager le plus intimement possible son spectacle, suivi d'une petite rencontre. Donc là, on va vraiment être embarqué dans de la danse, dans une intimité, dans des récits féminins, dans un tout autre tourbillon aussi sur cette scène. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et merci vraiment à tous les deux d'avoir partagé avec moi ce lancement de festival. À très bientôt.